pratique. Et je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié ce topo. Donc, je suis Hervé Boisy, je travaille au CHU de Nancy. Et donc, on va essayer de répondre à cette question. Diapositive suivante. C'est peut-être à moi de les passer. Oui. Je suis tellement habitué à être servi. Alors, donc, j'ai un lien d'intérêt avec le cabinet Branchet, puisque je suis directeur de pôle au cabinet Branchet, qui est une assurance, en fait, que connaissent certains anesthésistes. Alors, on va commencer par quelque chose qui est important, qui va conduire du médico-légal, finalement, au changement de pratique. C'est ce qu'on a appelé les ASA Close Claim Studies, qui se sont faits dans différentes spécialités, ici en obstétrique, mais dans toutes les sous-spécialités que comporte notre spécialité. Ces études de dossiers clos sont des plaintes qui sont, dont les dossiers sont clos, à partir desquels on va faire un certain nombre d'études. Le contexte de l'époque, avant qu'on ait quelques données de ces dossiers clos, c'était que finalement, au début des années 80, la spécialité d'anesthésie-réanimation a connu aux États-Unis d'énormes difficultés à trouver des assureurs. Effectivement, à cette époque-là, l'anesthésie était considérée comme une spécialité à risque qui représentait seulement 3% des médecins et qui comptait pour 11% des coûts versés aux patients ayant subi des dommages. Donc vous voyez, on n'était pas les bons élèves à ce moment-là. Et donc cette situation se traduisait par une envolée des primes d'assurance. Et donc ça a induit finalement une réflexion. Et ce que se sont dit ceux qui ont réfléchi sur cette question, c'est que la prévention des risques était le seul paramètre qui permettrait de réduire les plaintes et par là même de réduire les primes. Alors, le problème de l'anesthésie, c'est qu'elle est nécessaire à la pratique de la chirurgie et de tous les actes interventionnels pour lesquels on est sollicité, mais que finalement, l'anesthésie en soi, elle ne procure pas un bénéfice thérapeutique, mais elle permet à ce que la chirurgie ou le geste technique soit réalisé. Et donc, de ce fait, le risque finalement inhérent à la pratique de l'anesthésie-réanimation, et de l'anesthésie en l'occurrence ici, doit nécessairement être le plus faible possible. Donc des efforts considérables ont été faits dans ce sens, et au point d'ailleurs que la spécialité aujourd'hui est considérée comme un leader en matière de gestion des risques et sert de modèle si l'objectif est d'améliorer la sécurité dans le domaine. Vous avez un certain nombre de publications dans des journaux de presse grand public qui insistent sur le fait que l'anesthésie a fait des progrès remarquables en matière de gestion des risques. Et donc, on est passé des années 80 aux années actuelles avec une spécialité qui a considérablement évolué. Comment ça s'est passé aux États-Unis? C'est une espèce de timeline ici qui, c'est moche, le gris sur le noir, je vous le concède, ou le noir sur le gris. Mais c'est reproduit directement du journal Anesthésiologie, où on montre en particulier que dans les années 85, il y a eu un comité qui s'est créé sur la responsabilité médicale. Puis après, dans les années 85, il y a eu l'étude des dossiers clos qui sont apparus. Et puis, on s'est intéressé à la gestion du risque à travers le journal APSF, Anesthesia Patient Safety Foundation, dont la traduction française est assurée par l'ASFAR et qui s'intéresse à tous les risques en anesthésie-réanimation. Et donc, au fur et à mesure des années, cette gestion des risques s'est faite de façon de plus en plus musclée. Le parallèle pourrait être fait exactement de la même façon pour ce qui concerne notre pays, avec, on le verra, une évolution qui a fait qu'on s'est amélioré considérablement. Donc, on revient en 84. Nombre de programmes ont été proposés par l'American Society of Anesthesiology pour améliorer cette sécurité. Le problème, c'est que comme il y avait une rareté quand même des accidents d'anesthésie, même si à l'époque on était les mauvais élèves, il était difficile de les analyser de façon prospective ou même rétrospective. On n'avait pas ces databases qu'on a actuellement, qui sont gigantesques, et donc c'était un vrai problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis ça pour les plus jeunes, parce que les plus anciens connaissent ça, bien sûr. Eh bien, c'est qu'aux États-Unis, 35 compagnies d'assurance, soit 15 000 sur 24 000 anesthésistes qui exerçaient aux États-Unis à cette époque, ont accepté de participer à cet effort national dans le but d'améliorer les connaissances sur les risques. Alors, il y a des limites à ces ASA Close Claim Studies. D'abord, on ne connaît pas l'incidence des événements. On reçoit les plaintes, on regarde et on essaie d'analyser, mais on n'a pas l'incidence des événements. On ne connaît finalement que les plaintes qui ont été déposées, dont le dossier est clos, c'est-à-dire qu'il y a des plaintes qui ne seront jamais déposées et pourtant il y a des accidents. Et puis, avant que les dossiers soient clos, on le verra un peu plus loin, il y a un délai toujours plus ou moins long. Enfin, la majorité des dommages attribuables à une erreur médicale ne vont pas aboutir à une plainte nécessairement. Et puis, le délai, je vous en ai parlé,
il y a 5 minutes. Alors quand on veut regarder l'incidence, il y a d'autres études qui ont été faites en France et qui sont remarquables, dont le premier auteur ici et André Liénard et collaborateurs qui permettent d'aller plus loin dans l'incidence de façon beaucoup plus précise. Mais ça, c'est les enquêtes 3 jours en anesthésie, ça demande une méthodologie particulière et ça fournit également des informations extrêmement intéressantes dont la fréquence va être proportionnelle à l'épaisseur du trait. Et ça nous a permis de publier un certain nombre de recommandations et de modifier nos pratiques par là même. Vous voyez qu'ici, quand on regarde par exemple ce qui se passe dans les ASA Close Claim Study, eh bien, lorsque on regarde le nombre de plaintes qui ont été déposées et surtout la raison pour lesquelles les plaintes ont été déposées, on a des nombres extrêmement intéressants en termes d'importance, puisque 867 dommages cérébraux, 580 problèmes liés à l'airway, les difficultés d'intubation. On n'aura jamais ça dans d'autres études, et donc c'est vraiment une mine d'informations pour savoir vers quoi il faut se diriger pour améliorer les pratiques. Là, je vous ai mis un exemple. Vous voyez que quand on regarde ce qui se passait dans les années 80, et puis 90, et puis 2000, eh bien, on peut voir, alors même si on n'a pas l'incidence, mais on a le taux des plaintes qui ont été déposées. On voit par exemple qu'ici en noir, la douleur chronique commence à pointer son nez en termes de plaintes et d'incidents. Et donc, on sait qu'on doit travailler sur la douleur chronique. Les Américains s'y sont pas trompés. Et donc, ils vont développer des stratégies, publier des recommandations justement pour pouvoir modifier les pratiques dans ces domaines-là qui posent problème puisqu'on voit s'allumer des choses à partir des dossiers qui ont été étudiés. Alors, les ASA Close Claim représentent une source unique de données, vous l'avez compris. Ces données permettent de tester des hypothèses qui vont aboutir à des changements de pratiques, d'où le lien entre le médico-légal et les changements de pratiques. L'émergence de pratiques à l'origine de plaintes a pu être observée. Je viens de parler de la douleur chronique. Il y a également la sédation et les anesthésies pratiquées hors bloc opératoire. Quand vous allez à l'ASA et que vous voyez qu'il y a un certain nombre d'anesthésistes qui veulent travailler un peu en solo et qui, dans leur voiture, ont un ventilateur et vont se balader dans des officines à droite à gauche, faire de l'anesthésie, on se rend compte que c'est un truc incroyable. Vous avez sur la même photo l'anesthésiste qui, d'une main, va injecter le propofol. Le patient est sur une espèce de fauteuil de dentiste un peu, et elle remplit en même temps sa feuille. Et puis, ils vont régler la somme à la sortie, parce que c'est souvent de l'ambulatoire, à la voiture de l'anesthésiste qui est à l'extérieur, et ils vont négocier le truc là. Et donc là, il y a bien sûr des accidents qui sont extrêmement en nombre important, et il y a un frein vis-à-vis de cette pratique-là. Et pourtant, il y a des anesthésistes qui sont évidemment accros à ça. Alors, il y a donc ça, puis il y a eu récemment la téléconsultation. On s'est posé des questions pour savoir la téléconsultation. C'est quelque chose qui est arrivé récemment. Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées vis-à-vis de cette pratique? Il y a eu des choses qui ont été déposées, pas tellement en anesthésie, plutôt dans d'autres spécialités. En anesthésie, on s'en sort pas trop mal, mais sur des suivis de patients qui ont été opérés, par exemple, il y a eu des loupés en téléconsultation parce que soit il y a eu des ruptures du réseau informatique. À ce moment-là, le médecin n'a pas pu évaluer ce qu'avait le patient au bout de... Donc, vous voyez, on arrive comme ça à voir un certain nombre de choses assez intéressantes. La répartition des dommages en fonction du type d'anesthésie est également riche en enseignements, et ces observations permettent d'ajuster les stratégies pour améliorer cette sécurité en anesthésie. Ici, je vous ai mis cette compagnie d'assurance américaine parce que chez Branchet, on travaille sous la coupe de cette assurance de compagnie. Ils font également la même chose en parallèle des ASA Close Claim Study, ça s'appelle CRICO. Et eux, à partir de leur expérience et des plaintes qui ont été déposées dans cette compagnie d'assurance, eh bien, ils vont tirer un certain nombre de conclusions. Ils vont alerter les anesthésistes sur l'évaluation périodique des compétences techniques et l'utilisation du matériel qui est critique, l'évaluation rigoureuse du préopératoire du patient. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, il n'y a pas de consultation d'anesthésie. Or, on sait que la consultation d'anesthésie, ça a été montré dans Anesthésiologie il y a quelques années de ça, c'est un plus, mais ça demande évidemment une organisation assez rigoureuse. Aux États-Unis, c'est les cardiologues, les médecins internistes qui viennent voir les patients la veille de l'intervention, ou le matin, ou avant. Il faut communiquer avec la famille et les équipes en charge du patient, compléter le dossier de façon exhaustive. On a souvent des problèmes de traçabilité dans le dossier qui fait que la défense des praticiens est parfois difficile. Connaître et respecter le cadre de la légitimité à prendre un certain nombre de pratiques, à prendre en charge des pratiques complexes, suivre les précautions nécessaires à la sécurité des patients. Vous voyez, donc chaque compagnie d'assurance va pouvoir tirer un certain nombre de leçons. Parce que qu'est-ce qui se passait avant que les recommandations arrivent? Finalement, on avait des experts qui étaient monsieur je sais tout et qui pouvaient prendre des décisions complètement arbitraires.
parce qu'il n'y avait pas de recommandation et on voguait à vue. Et à ce moment-là, c'était vraiment des décisions qui n'étaient pas justes. Et ça a vraiment stimulé les sociétés savantes en particulier pour qu'il y ait des recommandations qui soient publiées. C'est ce qu'a fait évidemment la SFAR. Mais il n'y a pas que les recommandations issues des sociétés savantes. Il y a évidemment des choses beaucoup plus solides en termes législatifs, avec en particulier le décret de 94 que vous connaissez bien et qui a été modifié récemment. Alors voilà un nombre d'exemples dans le domaine du médico-judiciaire, qui ont abouti à des changements importants. Le renversement de la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information. Avant, c'était au patient de montrer que le médecin n'avait pas informé correctement le patient. Maintenant, c'est au médecin de montrer et de prouver qu'il a informé correctement le patient. Et donc, il y a, ça a été suite à cette cour de cassation dans un arrêté de 97 qui devait censurer une décision de cour d'appel de Rome qui était conforme à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et là, ça a créé une césure, puisque celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation, et à partir de là, c'est le médecin qui doit apporter la preuve de l'information. Autre chose, vous avez ici, là, c'est aux États-Unis, Chester contre Afshar, et ici, en fait, c'est l'idée selon laquelle avant, ici, ils prennent l'exemple d'un patient qui a été opéré soit par un orthopédiste, soit par un neurochirurgien d'une hernie discale. Il y a une complication dont la survenue est de l'ordre de 1%. Le médecin considère que ce n'est pas grand-chose, n'en parle pas au patient. Le patient fait cette complication et à ce moment-là, à partir de là, aux États-Unis, et c'est la même chose en France, à partir de cette jurisprudence, on va dire qu'on doit informer les patients sur les risques qui sont des risques qui sont prévisibles, même lorsqu'ils sont rares. Il faut arrêter de prendre le patient finalement comme un enfant et que c'est finalement le médecin paternaliste qui va décider de ce qu'il va lui donner comme information. Et donc, on a complètement changé la pratique concernant l'information suite à ces histoires médico-judiciaires. Toujours un peu d'émotion en montrant cette photo. Ça, on est en Angleterre. Ici, Hélène Bromillet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une femme qui a une opération des sinus assez simple à faire. Elle est âgée de 37 ans, elle est ASA 1. Donc, elle va décéder 7 jours après l'intervention. Et je vous demande, quand vous avez 5 minutes, allez sur YouTube et vous regardez comment s'est déroulée l'intervention. En fait, il s'agit d'une dame chez qui on a mis un masque laryngé initialement pour une intervention sur les sinus. Ce masque laryngé a des fuites, on va passer une intubation et l'intubation va être extrêmement difficile. Et vous voyez, les médecins, ils sont 3 expérimentés. Hein, c'est pas des gens nés de la... Enfin, ils sont vraiment expérimentés et ils vont faire une tunnelisation sur l'intubation jusqu'au bout. Elle va rester quand même à 40% de saturation pendant 15 minutes à 20 minutes. Et vous voyez des infirmières autour de cette pratique, dont l'une va dire, va aller chercher un kit de cricothyroïdotomie elle-même, spontanément, le proposer au praticien qui ne répond même pas à la demande de l'infirmière. L'autre infirmière téléphone en réanimation pour réserver une place à la patiente, mais les médecins lui répondent « mais non, mais enfin on n'en est pas là, machin, etc. » Très bien. Les médecins décident à un moment, évidemment, de réveiller la patiente. La patiente ne va jamais se réveiller. Il se trouve que son mari est pilote de ligne. Et à cette époque-là, les pilotes de ligne avaient déjà l'habitude de débriefer les accidents, ce que nous n'avions pas. Je vous rappelle qu'ici, on est en 2005, en tout cas en Angleterre. Et ce pilote de ligne va décider, pour que ça ne se reproduise plus, puisque c'est souvent ce que souhaitent les patients, hein, c'est que ça ne se reproduise plus, de débriefer le cas de son épouse, qui décède au bout de 13 jours, et donc il va mettre en évidence un certain nombre de choses, défaillance de leadership, défaillance de conscience de la situation, défaillance d'élaboration des priorités, défaillance de prise de décision, défaillance de communication, défaillance d'affirmation de soi. Beaucoup de comportements non techniques qui ont fait qu'on a abouti au décès de la patiente, qui n'aurait jamais dû être le cas. Et donc là, vous voyez que les facteurs humains sont mis en évidence, et le pilote d'avion dit, nous, ça fait très longtemps qu'on traite les facteurs humains, on sait que dans les accidents d'avion, il y a 80% de part de facteurs humains. On ne comprend pas bien en médecine quel est le pourcentage, mais on s'en fout, finalement, il y en a sûrement, et donc il faut aller chercher dans ce domaine-là. Et vous voyez tout ce qu'on dit sur les facteurs humains actuellement et tout ce qu'on va mettre en place pour éventuellement modifier les choses dans notre pratique quotidienne. L'affaire Farsa, pour les plus jeunes, ça vous dit peut-être rien. Farsa, c'est des familles de hauts fonctionnaires dont le fils Alain, 25 ans, va mourir en 1973 par défaut de surveillance en post-opératoire d'une amygdalectomie.
La seule chose positive dans cette affaire, c'est que les anesthésistes se disent qu'enfin les pouvoirs publics vont comprendre pourquoi la spécialité demande des salles de réveil. En fait, tous ces incidents qui ont une portée médiatique vont faire le rôle d'un accélérateur sur ce que demandent les anesthésistes depuis longtemps. Ce n'est pas ça qui a déclenché la salle de réveil, parce que c'est demandé depuis très longtemps par les sociétés qui s'intéressent à ça, la Société française d'anesthésie et réanimation en l'occurrence. En revanche, quand ça arrive dans la presse, tout d'un coup la lumière est portée sur l'anesthésie, on se rend compte que les anesthésistes ont demandé ça depuis longtemps, et là ça va quand même traîner un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était 2 circulaires qui sont sortis d'abord pour avoir les salles de réveil, circulaire Poniatowski, qui rappelait au directeur d'établissement qu'il serait mieux d'avoir des salles de réveil. 10 ans après, il y avait une salle de réveil sur 2 qui n'était pas dotée de tous les moyens nécessaires. Il a fallu attendre le décret de 94, le décret qui a une valeur juridique beaucoup plus forte que les circulaires, pour que ça devienne une obligation et qu'il y ait une salle de réveil qui soit équipée dans tous les blocs opératoires. Même chose pour l'affaire Albertine Sarrazin. Tout ça a poussé à ce qu'on accélère les demandes des anesthésistes réanimateurs pour aboutir à ce que finalement leurs demandes soient exaucées. Donc le décret de 94, vous le connaissez, il a été modifié récemment. Je vous renvoie au site de l'ASFAR pour connaître ces modifications. Une autre affaire qui a modifié les choses en pratique également, bien sûr, c'est l'affaire de Poitiers. Sous prétexte de règlement de compte, évidemment, il va y avoir quelqu'un qui va inverser les tuyaux entre le protoxyde d'azote et l'oxygène, et la patiente ou le patient, je ne me rappelle plus, va décéder. Et donc, le problème de ça, c'est le manque de preuves. Et on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a des solutions éventuellement qui peuvent être mises en route pour qu'il n'y ait plus de manque de preuves. Mais là, en l'occurrence, cette affaire-là de Poitiers a modifié les choses, puisqu'il y a eu des détrompeurs qui fait qu'on ne peut plus brancher le tuyau d'oxygène sur le protoxyde d'azote et donc inverser les tuyaux, c'est plus possible. Donc vous voyez qu'il y a des effets du médico-légal, évidemment, qui sont extrêmement importants. Par exemple, ici, suite à l'affaire de Poitiers, il y a un arrêté du 22 octobre 82 qui va fixer les dispositifs amovibles de sécurité des circuits d'alimentation en gaz médicaux. Et puis, il y a la DGS qui va sortir une circulaire relative à la distribution des gaz, etc. Donc, vous voyez qu'il y a tout un déclenchement de choses qui nous obligent dans la pratique à modifier notre façon de faire. Si on veut regarder un petit peu dans le futur, là, je viens de vous parler d'une affaire dans laquelle il n'y avait pas de preuves. Il y a une affaire qui est en cours, que vous connaissez tous, puisqu'on en parle dans la presse. Donc, c'est l'affaire de Besançon, où un praticien est soupçonné d'empoisonnement. Le problème, évidemment, c'est qu'entre chaque patient, tout est nettoyé et que pour des enquêteurs, trouver des preuves, c'est extrêmement difficile. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui aurait pu être fait dans cette clinique à Besançon, par exemple? C'est dire, très bien. D'abord, c'est quand même surprenant qu'on puisse aller éventuellement chercher des produits, mettre ces produits chez des patients dont on a la charge. Et ça, il y a des choses qui permettraient de pouvoir essayer d'empêcher ça. C'est ce qu'on appelle l'enregistrement continu au bloc opératoire. On aurait pu imaginer qu'à la suite de cette affaire de Besançon, dès maintenant, il y ait des caméras partout au bloc opératoire qui permettent 24 heures sur 24 de voir ce qui se passe dans le bloc opératoire. Alors, c'est intéressant parce que ces caméras, juste pour 2-3 plaques là-dessus, c'est des choses qui sont arrivées dans le sport, vous le savez. C'est des choses qui sont dans l'aviation, c'est plus un enregistrement audio que de l'image. L'expérience des blocs opératoires qui ont accepté de se prêter au jeu est plutôt positive. Ça s'est fait d'abord en Corée du Sud, c'est pas la Corée du Nord, c'est la Corée du Sud. Puis ça s'est fait au Canada et aux États-Unis. Alors c'est il faut un volontariat, une volonté des établissements pour rentrer dans ce système-là, qui coûte très cher, qui pose beaucoup de questions, mais qui est extrêmement intéressant. Et donc, il y a des gens qui se sont réunis, il y a un congrès qui a lieu en Floride, d'ailleurs, c'est quand même pas désagréable, et qui s'intéresse à ça. Et puis, il y a des papiers dans la littérature qui parlent de cette implémentation dans le bloc opératoire de caméras, et ça, c'est... Quand on parle de changement de pratique, ça serait un vrai changement de pratique, ça d'être enregistré en permanence au bloc opératoire. Et donc, ces papiers montrent, par exemple, que c'est un challenge, mais que c'est faisable, que ça peut se faire sans aucun problème. D'ailleurs, quand on interroge les patients, ils sont plutôt volontaires. Alors, les médecins, j'ai fait passer une enquête il n'y a pas longtemps là-dessus, les médecins ont répondu, et évidemment, sans surprise, les médecins sont assez hostiles, parce que ça fait peur.
parce qu'on se dit que si on met ça en place dans les blocs opératoires, eh bien, le problème du médico-légal va devenir un vrai problème. Comment on peut s'en servir dans une affaire contre laquelle on va être, enfin, dans laquelle on va être impliqué. Mais en tout cas, c'est des choses qui existent. Et donc, simplement, pour rassurer les gens, je pense que si le dossier d'anesthésie est complété de façon correcte, il n'y aura jamais recours à ces enregistrements vidéo. Mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Alors, quand maintenant, ça c'était le côté plutôt positif de l'influence du médico-légal sur nos pratiques, il y a un côté négatif. Ça s'appelle la médecine défensive. Je ne connaissais pas bien ça. C'est en fait une médecine de l'évitement dans laquelle la préoccupation des médecins consiste plus à se prémunir contre le risque judiciaire qu'à dispenser des soins appropriés aux patients. Alors, cette médecine de défense ou défensive, c'est une médecine plus coûteuse qui va conduire les médecins à prescrire des examens complémentaires, le plus souvent inutiles, mais destinés, en cas de problème, à prouver aux juges qu'ils n'ont pas été négligents. Et donc, je vous rappelle juste que ça explique en partie l'inflation du taux de césarienne en France. Donc, c'est quelque chose de concret qui existe. Et d'ailleurs, quand j'interroge un certain nombre de gens au téléphone, quand je suis contacté SOS-ALR, il y a un accident avec la ALR, le collègue me dit je ne ferai plus d'ALR. Je lui dis c'est bon, donc tu fais une AG après, et puis le jour où tu as un choc anaphylactique avec l'AG, tu fais quoi? Donc ça, c'est la médecine défensive. Alors, c'est une médecine de moins bonne qualité, puisque certains médecins renonceraient aux opérations les plus innovantes, qui sont souvent les plus risquées, ou encore se débarrasseraient de patients qu'ils supposent les plus enclins à recourir à la justice. Donc il y a la médecine qui peut être, la médecine défensive, positive et négative. C'est enfin la fin du rapport de confiance, fondement absolu du colloque singulier patient-malade, qui ne serait plus si singulier que ça, puisque derrière chaque patient, ceux qui font de la médecine défensive voient la figure du juge. Alors, il y a eu un certain nombre de papiers dans la littérature. Ici, c'est des médecins anesthésistes égyptiens. Je trouve qu'on ne voit pas assez souvent les médecins anesthésistes égyptiens. Je me suis dit que c'était assez intéressant à regarder. Vous voyez que, en fait, ça, c'est médecine défensive, faible niveau de médecine défensive, modéré, élevé, très élevé. Donc, vous voyez quand même, il y a beaucoup des médecins qui ont été interrogés égyptiens, anesthésistes réanimateurs, qui font de la médecine défensive. Et cette médecine défensive, elle peut aboutir à conduire à falsifier des documents. Et là, ça devient assez grave. Et ça peut même conduire à une cessation d'activité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne fait plus d'ALR, on ne fait plus d'AG, on s'arrête, quoi. On arrête de faire de l'anesthésie. Donc c'est quelque chose qui est préoccupant, qui génère un surcoût et qui est dangereux. Alors il y a plein de raisons qui sont liées aux patients à faire de la médecine défensive. Le fait qu'il y ait une augmentation du nombre de plaintes, que les praticiens se sentent menacés par les patients, un différend antérieur entre un patient et un praticien, la volonté d'éviter les conflits, la pression exercée par les patients. Puis il y a des raisons qui sont liées à l'organisation, l'augmentation des primes d'assurance, la baisse des remboursements par les prestataires de santé, la couverture insuffisante pour la responsabilité médicale, le soutien institutionnel insuffisant, et ça c'est vrai, on l'a vu à Montpellier dans les affaires qu'on a connues ensemble, et la législation qui protège peu les médecins, etc. Donc il y a plein de raisons de faire de la médecine défensive. Et puis on trouve également des raisons liées aux médecins, une pratique plutôt solitaire, une antériorité en matière de mise en cause, la perception d'un risque médico-légal, des craintes et inquiétudes par rapport à ça, des praticiens plutôt à revenus faibles, un manque de confiance en soi, des défauts de connaissances, un faible volume d'activité, etc. Et puis quelques raisons qui sont là, qui sont liées à la société. Alors, ceci peut amener, vous voyez, à faire des prescriptions inutiles, on en a parlé. Je vous rappelle juste que les prescriptions inutiles, pour vous dire que ça peut être dangereux, vous faites une antibioprophylaxie en disant je vais me couvrir pour une chirurgie pour laquelle il n'y a pas besoin d'antibioprophylaxie. Le malade fait un choc anaphylactique, c'est une catastrophe. Adresser le patient inutilement à un autre spécialiste, pour se couvrir, on envoie partout à tous les spécialistes. L'hospitalisation ou l'admission qui n'ont pas lieu d'être, les procédures invasives non nécessaires, je vais faire une biopsie, on ne sait jamais, c'est une gueule de très bénin, mais on ne sait jamais, je veux me protéger. Passer beaucoup de temps avec le patient et sa famille, faire un suivi qui est non nécessaire, remplir le dossier médical plus que nécessaire. Il y a un certain nombre de choses qui sont listées ici qui définissent assez bien cette médecine défensive. Et donc, en conclusion, je voudrais dire que l'ASFAR et les autorités de santé produisent des textes qui vont encadrer la pratique de l'anesthésie-réanimation, réduisant ainsi la part de libre arbitre des experts dans l'analyse des dossiers. Alors, on a vu tout à l'heure dans le débat précédent qu'il y a des trous dans la raquette, forcément.
la recommandation ne répond pas à toutes les questions, absolument. Il reste des choses qui sont encore sans réponse, mais c'est normal. La recommandation va vous donner les grands axes, et puis après, il faut faire de la médecine qui soit intelligente, qui soit logique, qui soit argumentée. Les affaires médico-juridiques, lorsque la presse s'en empare, peuvent être de véritables boosters pour mettre en place des mesures nécessaires à la sécurité des patients. L'analyse des dossiers clos, les ASA Close Claim Study, il n'y en a pas en France, on a essayé de réunir la MACSF, la CHAM, Branchet. Ils ont tous des difficultés à la fois pour essayer de retrouver des mots-clés et aller chercher dans leur dossier de plainte les dossiers qui seraient intéressants sur tel ou tel mot-clé. Et surtout, ils ont du mal à partager les informations. Ça, c'est un vrai problème parce que nous, on voulait à l'ASFAR, évidemment, travailler sur un espèce d'équivalent ASA Close Claim en France pour pouvoir un petit peu avancer là-dessus. Et ça va permettre d'orienter la politique de gestion des risques et puis la médecine défensive qui est une dérive contre laquelle il faut lutter car elle est potentiellement dangereuse et coûteuse. J'espère vous l'avoir démontré. Je vous remercie de votre attention.